Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous êtes sûrement intéressé par la stratégie sur le jeu d'échecs. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais parler des pions pendants qui sont l'objet d'un thème stratégique très important, puisqu'en fait la structure des pions pendants, on peut la retrouver dans plusieurs ouvertures, dans la Grunfeld par exemple, dans le Gambit dame, dans les Slaves aussi je crois, dans les dans les Ouest indiennes, dans les Nimzo, oui dans les Nimzo on les retrouve aussi, enfin bref, dans beaucoup de pions, dans beaucoup de débuts du pion dame, on peut retrouver ce genre de structure, et si on sait comment lutter contre les pions pendants, bah ça va énormément nous aider dans nos parties, puisqu'on va pouvoir prendre l'avantage stratégique sur notre adversaire. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Ça m'aiderait vraiment pour développer la chaîne, à mettre votre pouce bleu, à partager si vraiment vous voulez, mais vraiment vous abonner et à mettre votre pouce bleu. Ça m'aide vraiment pour le référencement de la chaîne, de la vidéo également, mais surtout de la chaîne. Sur ce, on va commencer. Alors, les pions pendants, on fait un petit rappel quand même pour ceux qui ne connaissent pas les pions pendants. Les pions pendants, ce sont deux pions liés. Donc là, dans la position, on a deux groupes de deux pions liés, les pions A2 et les pions B2, et les pions C5 et les pions C5. Mais il n'y a qu'un seul groupe qui sont appelés des pions pendants, puisque des pions pendants se définissent parce qu'ils sont sur des colonnes semi-ouvertes. Et donc le seul groupe de pions pendants, c'est les pions C5 et D5, puisque le pion A2 n'est pas sur une colonne semi-ouverte. Alors, avoir des pions pendants, c'est à la fois une force et à la fois une faiblesse. Puisque la force, c'est qu'ils prennent énormément d'espace, hein, on le voit tout de suite, qu'ils prennent beaucoup d'espace, mais leur défaut, c'est qu'ils sont facilement attaquables, et notamment par les pièces lourdes. Par exemple, vous voyez déjà que la tour attaque le pion en D5, que si on ramène cette tour en F1, qu'on la met en C1, bah, elle attaquera facilement. En fait, les pièces lourdes attaquent très facilement les pions pendants. Donc c'est à la fois une force, à la fois une faiblesse, comme beaucoup d'éléments stratégiques finalement aux échecs. Mais aujourd'hui, on va seulement s'intéresser donc au camp défenseur, au camp qui joue contre les pions pendants. Alors, la première idée, en fait, j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties. Là, je vais vous montrer un extrait de partie qui a été joué par Korchnoi avec les Blancs contre Geller en 1971. Et ensuite, je vais vous proposer trois exercices stratégiques d'une difficulté variable pour comme ça, selon votre niveau, quand vous regardez la vidéo, vous ne vous ennuyez pas, et j'espère que vous aurez au moins appris quelque chose en regardant cette vidéo, peu importe votre niveau, peut-être au-dessus de 2000 Elo, ça va être... Je peux pas non plus faire tous les niveaux au-dessus de 2000 Elo, je pense que vous n'apprendrez rien, mais si vous êtes en dessous de 2000 Elo, c'est sûr que vous apprendrez quelque chose dans cette vidéo. Alors, donc Geller avec les Blancs, qui donc sait qu'il doit attaquer les pions pendants, et qui joue tour C1, qui a un coup complètement logique. En fait, il laisse la case D1 pour sa tour F1, tout simplement. Il attaque le pion en C5, donc Geller qui répond par cavalier D7, le défend. Et ici, Korchnoi, qui n'était pas obligé de jouer ça, mais qui joue un coup de prévention, qui joue tour C2. Alors, je dis que c'est un coup de prévention, puisqu'en fait, ça empêche tout simplement D4. Puisque avant, on ne pouvait pas prendre du pion E, puisque la dame attaquer le fou en E2. Mais maintenant que la tour défend le fou en E2, on empêche D4. Donc comme ça, c'est un coup de prévention. Tour à B8, et là encore Korchnoi qui va nous jouer un coup typique de ces structures où on lutte contre les pions pendants. Il va jouer B3. Alors l'idée de B3, elle est évidente, hein, c'est de contrôler la case C4. Généralement, quand on joue contre des pions pendants, on essaye de contrôler avec des pions les cases d'avancée des pions pendants, pour éviter qu'ils avancent. Et là, vous remarquez également que Korchnoi a attendu que son adversaire joue tour B8 pour éviter la poussée A5 à 4 qui peut être gênant lorsqu'on joue avec B3. Son adversaire qui continue par Geller qui continue par dame E6, tour D1, donc comme prévu, il place sa tour en D1, dame B6, et là, je vais vous poser une question. Si vous êtes un spectateur attentif et motivé, quel est votre coup préféré entre cavalier E5 et cavalier E1? Je vous laisse mettre pause, hein, évidemment, si vous voulez chercher. Et donc, dans cette position, il y avait évidemment un gros piège. On ne peut pas jouer cavalier E5 qui est tentant, puisque
quand on joue contre des pions isolés, on essaye d'échanger le plus de pièces mineures. Selon les pièces mineures, parce qu'on le sait, les pièces lourdes, donc dame et tour, sont très mauvaises en défense. Et notamment dans la défense des pions pendants, mais aussi dans la défense de pions isolés, par exemple. Là, c'est échanger les pièces mineures, ça se retrouve dans les pions contre un pion isolé ou contre des pions pendants. Et donc on pourrait se dire, cavalier E5 c'est un bon coup stratégique puisqu'on veut échanger le cavalier. Mais en fait ça perd à cause de D4, bravo si vous l'avez trouvé. E prend D4, C prend D4, dame prend D4, cavalier prend E5, dame prend E5 et dame G6. Et il y a une fourchette entre le mat en G2 et la tour en C2. Et les blancs pourraient abandonner dans cette position. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas jouer cavalier E5 et il fallait jouer cavalier E1. Et je vais vous expliquer le concept de cavalier E1. L'idée, c'est que Korchnoi veut ramener ses pièces à l'attaque des pions pendants. Il veut jouer par exemple fou F3 pour attaquer le pion en D5, mais il veut aussi jouer cavalier D3 pour attaquer le pion en C5 et cavalier F4 pour attaquer le pion en D5. Son adversaire qui continue par tour BC8, fou G4. Finalement, il voit qu'il y a un clouage, il le joue et effectivement, en fait, c'est très gênant pour les noirs ce clouage. Tout simplement parce qu'à tout moment, Korchnoi pourra décider de supprimer le défenseur, de supprimer un défenseur, donc le cavalier D7, qui protège le pion C5, et faire de la tactique et essayer de gagner un pion. Donc en fait, Geller doit surveiller constamment ce fou prend D7. Il joue dame G6 pour essayer de dissuader Korchnoi du clouage. Et là, qu'est-ce que vous jouez? Avec les blancs, vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher. Et il fallait donc évidemment jouer fou H3, il fallait évidemment garder le clouage du cavalier. Et Geller qui va sûrement commettre une imprécision, qui va jouer tour C7. Mais en fait, c'est une imprécision, on va dire, humaine. Ici, j'ai regardé avec l'ordinateur, le meilleur coup, c'est dame B6. Donc en fait, on vient de jouer dame G6. En fait, on vient de jouer dame G6. On vient de jouer voilà, dame B6 en G6 pour rejouer dame B6. Vous êtes d'accord que revenir en arrière, c'est pas forcément humain. Donc, franchement, je pense que beaucoup de gens, et notamment moi, auraient fait l'imprécision. On aurait presque tout joué tour C7, puisqu'on veut se déclouer, tout simplement. Donc, Korchnoi qui continue par cavalier D3, il attaque le pion en C5, et ici, Geller qui va commettre l'erreur qui lui fait perdre la partie, qui est cavalier F6. Et là, il y a un coup gagnant pour les blancs, vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher. Et donc dans cette position, le coup gagnant, c'est dame à 5. C'est une simple fourchette entre... Enfin, c'est plus qu'une fourchette, ça attaque trois choses en même temps. Ça attaque la tour C7, le pion A7 et le pion en C5. Donc il y a forcément quelque chose qui va être perdu. Et la partie a continué par cavalier E8. Tour prend C5, dame prend C5, tour prend C5 et dame prend C5. Et Geller qui a abandonné dans cette position. Alors maintenant qu'on a fini avec la partie d'exemple, avec la partie de référence sur les pions pendants, j'ai décidé de vous présenter 3 exercices stratégiques de niveau variable. Donc celui-là, il est plutôt d'un niveau 1400 Elo, 1400 Elo feed, donc ça représente à peu près 1700 Elo Lichess, Chesscom, je pense, quelque chose comme ça. Donc on a vu dans la partie de Korchnoi et de Geller, vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher sans indice. Moi, je vais donner des indices pour ceux qui veulent des indices. On a vu qu'il fallait faire pression par des pièces sur les pions pendants. Et donc, qu'est-ce que vous jouez dans cette position avec les blancs? Alors, il fallait jouer cavalier B3. C'est un très bon coup puisque en fait, ça attaque le pion en C5 et ça attaque également le pion en D5. Donc, en fait, ça force une réaction. Ça force en fait les noirs à jouer C4 tout simplement, parce qu'en fait sur tour C8 il y a tout simplement fou prend D5, donc évidemment ils ne peuvent pas le jouer. Donc C4, et le gros défaut de C4 c'est que ça donne la case D4 pour le cavalier. Donc par exemple après cavalier D4 ça bloque le fou en B7. On a un mauvais fou qui est bloqué par son propre pion et par aussi le pion en C4, et on va voir que... Donc là, bravo, hein, c'était ça l'exercice stratégique, c'est de trouver cavalier B3 suivi de cavalier D4. Si vous avez trouvé ça, vous pouvez considérer que vous avez réussi l'exercice. Et en fait, on voit que le cavalier blanc est super bien centralisé.
le fou en G2 aussi est un vrai sniper sur le pion en D5. La tour est bien placée, il manque plus qu'à activer cette tour et on va voir comment est-ce que le grand maître Mareko a réussi à gagner cette partie. Donc son adversaire a joué Dame A5, il fait pression sur le pion A2 et là une réaction typique, encore une fois, on l'a vu dans la partie de Korchnoi, Mareko qui joue B3, qui s'en fout complètement du pion en A2 et il y a une raison concrète à ça. Sur Dame prend A2, il y aurait tour A1, Dame B2, B prend C4 et la menace tour B1 est beaucoup trop forte. Et en fait, les noirs vont devoir perdre le pion en D5 et ils vont avoir un pion de moins. Donc c'est pour ça qu'il peut jouer B3. Et donc il menace évidemment B prend C4, puisque le fou est cloué. Non, puisque le pion est cloué, donc le fou serait perdu. Alors évidemment, on n'aurait pas envie de jouer avec les noirs C prend B3, puisque maintenant on aurait un pion isolé, ce qui est plus vulnérable que des pions pendants. Et par exemple, juste après cavalier prend B3, bon, dame B5 ou dame B6, je pense dame B5. Et en fait, on voit que les pièces blanches sont beaucoup mieux coordonnées. Elles tapent tout de suite sur le pion en D5. Les blancs ont le contrôle de la colonne ouverte. Ils vont par exemple jouer E3 pour contrôler la case D4. Ensuite, jouer cavalier D4 ou dame D4, jouer tour FD1. Et en fait, ils vont s'activer beaucoup plus rapidement. Leur jeu est plus agréable. Donc moi, je crois que cette position, selon l'ordinateur, doit être à plus 0,8, plus 0,9. Enfin bref, avantage blanc, mais il faut encore convertir parce que c'est pas fini. Donc son adversaire, qui est sur B3, a joué tour à B8, pardon. Mon cavalier F5 est un coup logique. Et déjà, là, on voit que il a un avantage positionnel. Donc déjà, la menace est cavalier E7 échec, suivi de cavalier prend D5. Mais les blancs ont un avantage positionnel. Et je vais passer rapidement la fin de la partie, parce que c'est pas le plus intéressant. Mais avec l'avantage positionnel, il a réussi tout simplement à construire une belle attaque à l'aile roi. Et il l'a emporté avec une belle tactique. Regardez, là, la tactique, c'est tour prend F6, G prend F6, dame prend H6, et les noirs ne peuvent pas empêcher le mat en G7. Alors, deuxième exercice, qui est celui-là d'un niveau, je dirais, plutôt 1600 Elo FIDE, donc 1900 Elo Chesscom, Lichess. Et donc, dans cette position, encore une fois, donc on voit qu'on a des pions pendants, on doit jouer contre des pions pendants avec les blancs. Et quel est votre coup préféré avec les blancs? Alors ici, il fallait jouer B4, qui est le coup qu'on a toujours un coup qu'on a toujours envie de jouer quand on joue contre des pions isolés, c'est avancer le pion B pour qu'il confronte le pion en C5. Ici, C prend B4, A prend B4, cavalier C6 aurait été la meilleure continuation selon l'ordinateur. Par exemple, après B5, cavalier B4, dame B3, et les noirs devraient jouer avec un pion isolé, ce qui n'est pas forcément agréable quand il y a un fou en fianchetto qui pointe dessus, quand la case D4 est disponible pour les blancs, avec un cavalier, c'est pas forcément très agréable, donc je comprends pourquoi est-ce que Cornejo, qui avait les noirs, n'a pas voulu jouer avec C prend B4. Il a préféré jouer cavalier B7, qui est une erreur stratégique d'après l'ordinateur. Et ici, si vous avez vu jusque-là, si vous avez vu cavalier B3 dans cette position, vous pouvez considérer que vous étiez sur la bonne voie. Mais en gros, il fallait voir qu'après C4, vous avez tout simplement la case D4 suivi de la case F5 pour l'un des cavaliers. Et donc là, vous avez résolu l'exercice, vous pouvez être fier de vous. Et aussi, C prend D4 ne donnerait pas envie du tout avec les noirs, puisqu'en fait, après A prend B4, fou prend B4, même si ça perd un pion, en fait, on est tout simplement perdant à cause de cavalier D4, gagne un temps sur la dame. Dame D6, cavalier DF5 regagne un temps sur la dame. Et on voit maintenant qu'avec les noirs, avec les blancs, on menace fou prend F6 pour gagner le fou en B4. Donc par exemple, on peut jouer dame B6, oui. Et ici, on peut déjà faire fou prend F6. Et en fait, les noirs ne peuvent pas prendre avec la dame parce qu'il y aurait tour prend B4. Et ils ne peuvent pas prendre non plus avec le pion puisqu'il y aurait cavalier prend H6. Le roi est à découvert. Il y a des cavaliers et la dame qui va pointer sur lui. Ça, si c'est pas gagnant pour les blancs, je ne comprends pas. Allez, maintenant on va passer donc à l'exercice le plus difficile qui est d'un niveau 1800 FIDE 1900 quasiment. C'est vraiment un exo vraiment assez difficile.
Donc c'est très haut blanc évidemment, puisque sinon il y aurait tout simplement C3 en D4. Et ici, quel est votre coup préféré avec les blancs? Alors Fischer, qui avec les blancs, c'est une partie de Fischer, il a joué ici le très malin cavalier prend E6. Alors ce qui est bizarre, puisqu'en fait, il réarrange la structure de Spassky, qui avait les noirs. Puisqu'en fait, après F prend E6, Spassky qui n'a plus des pions pendant, puisqu'ils sont soutenus par un autre pion. Mais il y a une raison très concrète à ça. C'est qu'en fait, ici, il a prévu E4. Bravo si vous l'avez trouvé. Et donc, et là encore, pour un humain, enfin pour un ordinateur, E4 n'est pas encore gagnant, puisqu'en fait, après D prend E4, enfin vraiment, ça humainement, on n'a pas envie de le faire, parce qu'on a que des pions faibles, même si on a un pion de plus, c'est sûr on va en perdre un dans les prochains coups. Et en gros, d'après l'ordinateur, ça, tour C4, dame F5, tour FC1, c'est ok pour les noirs. Mais bon, honnêtement, j'aurais jamais joué un truc pareil. On aurait presque tous joué D4 dans cette position. Et maintenant, l'idée de Fischer, c'est d'empêcher E5, qui effectivement arrangerait complètement la position des noirs, puisque ils auraient un pion passé protégé. Il joue donc F4, bravo si vous l'avez trouvé. Là, vous pouvez considérer que vous avez fini que vous avez résolu l'exercice si vous avez trouvé F4, parce qu'en fait, ça empêche complètement E5. Et après Dame E7, E5, le Fischer fait E5 lui-même, et bien en fait, il va maintenant s'arranger pour attaquer sur case blanche, puisqu'il possède un fou de case blanche, et on sait que les fous sont meilleurs que les cavaliers pour contrôler une couleur de case. Et vous voyez qu'il y a un pion faible sur case blanche chez les noirs, c'est le pion E6, et il va en faire qu'une bouchée. Après tour B8, fou C4, roi H8, dame H3, Fischer qui a gagné assez rapidement cette partie. Je vais vous la mettre rapidement. Voilà, B3, A5, F5, E prend F5, tour prend F5. Lui aussi, il a attaqué sur le roc adverse, cavalier H7, tour CF1. Hop, pardon, voilà, tour CF1. Donc là, un truc important encore. J'avais fait une vidéo sur une colonne ouverte qui va s'afficher, j'espère ne pas me tromper. Ou sinon, c'est là, mais je pense que c'est surtout là. Sur une colonne ouverte, et on avait dit, si vous vous en souvenez, qu'une fois qu'on a le contrôle de la seule colonne ouverte sur l'échiquier, le but c'est de rentrer en 7ème rangée, puisque les pièces lourdes en 7ème rangée sont encore plus fortes que sur une colonne ouverte. Après, dame D8, il aurait pu faire tour F7, mais je pense qu'il ne voulait pas échanger. Il préfère jouer dame G3, créer d'abord une menace sur G7. Comme ça, après tour F7, il menacera en fait tout simplement le mat. Tour E7, donc il préfère jouer H4, mais là de toute façon, il y a beaucoup de coups qui sont gagnants avec les blancs. Tour B7, E6, il fixe complètement son adversaire. Tour BC7, dame E5, dame E8. Et là, vous allez voir que les noirs sont complètement paralysés en fait. A4, dame D8, tour 1, F2. Fischer qui améliore petit à petit sa position. Il se presse pas, il a le contrôle de la position. Il joue fou D3, il réarme son fou sur une meilleure diagonale, puisque la dernière était bloquée par le pion. Dame E8, dame E4. Et bon, là, il menace simplement tour F8, échec, cavalier prend F8, tour prend F8, échec, dame F prend F8 et dame H7, échec et mat. Donc, son adversaire qui était Spassky qui a été obligé de jouer cavalier F6, mais après tour prend F6, G prend F6, tour prend F6, menace, tour prend H6, échec qui est indéfendable. Roi G8, là il a préféré jouer fou C4. Roi H8, dame F4 et Spassky qui a décidé d'abandonner vu qu'il ne peut pas parer tout simplement tour F8 et dame prend H6 ou dame prend H6, échec. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre pouce bleu. Et moi, je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo.